Et dans ce grand angle, on vous emmène à la découverte du Liberland. Le Liberland, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une micronation située entre la Serbie et la Croatie. Elle a été créée en 2015 par un entrepreneur tchèque, un projet un brin farfelu et utopiste, vous allez le voir, auquel se sont intéressés nos deux invités, Timothée Desmeillet et Grégoire Ozoa. Bonsoir à tous les deux. Vous êtes l'auteur de ce livre, Voyage en Liberland, sorti aux éditions Marchielli. Voilà, un livre très intéressant que moi j'ai dévoré en tout cas en quelques heures. Alors, tout d'abord, je voulais savoir, pour qu'on comprenne bien, ce projet de Liberland, il est né d'un rêve de cet entrepreneur tchèque Vít Jedlička. Trouver un territoire non revendiqué pour créer son propre pays, c'est possible donc aujourd'hui, c'est ça? Alors, c'est possible. Il en reste très peu dans le monde. Il reste environ 3 ou 4 endroits qui sont de la sorte. Une partie entre l'Égypte et le Soudan, une terre en Antarctique et Gornja Siga, qui est une portion de territoire entre la Serbie et la Croatie qui n'est revendiquée ni par la Serbie ni par la Croatie. Et justement, c'est parce qu'il avait l'air d'être assez sympathique, au soleil, au bord de la mer, qu'ils ont choisi cet endroit. Hein. Les autres, ils les ont éliminés au départ. Exactement, c'était le plus accessible. Et alors, le dicton de ce pays qu'il voulait mettre en place, il le voulait donc comme le pays le plus libre du monde, c'était vivre et laisser vivre en fait dès le départ. Il voulait créer une société de liberté. C'est ça. En fait, nous, au début, on a été intéressés par cette aventure parce que c'est assez cocasse quand même, quelqu'un qui décide comme ça de créer son propre pays. Je pense qu'on en a tous rêvé quand on était gamin. Et lui l'a fait, en fait. Et donc, nous, c'est par cette porte-là qu'on est entré. Et assez vite, on s'est rendu compte que le Liberland racontait autre chose aussi, racontait une communauté de gens qui sont les libertariens et qui ont donc comme étendard la liberté poussée à l'extrême, c'est-à-dire le plus de liberté possible, le moins de règles possible. Justement, je voulais qu'on parle des libertariens un petit peu plus tard, mais on va le faire maintenant vu que vous abordez ce sujet. C'est une communauté, donc, les libertariens. Qui sont-ils? Ils sont très présents aux États-Unis. Ce sont des doux rêveurs, des anarchistes, des gens qui veulent casser les codes de la société. C'est quoi un libertarien exactement? Et ils sont combien dans le monde? Alors, je laisserai Timothée compléter, mais c'est une idéologie qui est née, on va dire, au 19e siècle et qui est, on pourrait assez facilement résumer en la caractérisant, même si je me ferais taper dessus par les ayatollahs du libertarianisme et d'anarchisme de droite. L'idée vraiment centrale pour les libertariens, c'est de réguler le moins possible et, si vous voulez, de construire un État dans lequel il n'y aurait qu'un instrument de justice et un instrument de police pour faire respecter cette justice, sachant que pour les libertariens, le plus important, c'est la propriété de ce que l'on possède et la propriété de son propre corps. C'est un peu des hippies modernes, on peut dire? C'est des hippies modernes, mais avec une tendance très capitaliste tout de même. Et en costume cravate. Et en costume cravate. C'est ce qu'on peut voir souvent sur leurs images. Tout à fait. Et il y a en effet, ce qui est intéressant sur cette liberté, c'est qu'il y a des limites à cette liberté. C'est-à-dire que dans une société libertarienne, tout serait privatisé. Et donc on se retrouverait, la moindre rue qu'on doive emprunter serait privatisée. Et on aurait besoin d'une autorisation du propriétaire de la rue pour s'y rendre. Ou alors de payer un péage, de payer une cotisation pour rentrer, pour passer sur cette route. Et donc, on se retrouverait avec aussi une société finalement pas si libre que ça, au final. Alors, on a planté le décor de l'origine du projet. Donc voilà, c'est né dans l'esprit de certains libertariens qui voulaient vivre leurs rêves ailleurs. Maintenant, on va s'intéresser à ce territoire, donc entre la Serbie et la Croatie. Ça ressemble à quoi exactement? Dans votre livre, certains le décrivent comme des grands marécages au bord du Danube. Finalement, il y a une carte postale au départ, mais ça ne fait pas tant rêver que ça. Vous avez été à proximité, ça ressemble à quoi en fait qu'on le voit? On a passé pas mal de temps sur place et c'est un territoire qui est dans un parc régional, naturel. Donc c'est une réserve. C'est vraiment à la frontière, hein, comme on le voit. C'est vraiment à la frontière exactement, entre la Serbie et la Croatie. C'est des anciens méandres du Danube, donc c'est une zone humide, inondable, qui est très verte, avec une faune et une flore assez riches, qui est marécageuse, des bancs de sable et qui est très souvent inondée. Ouais. Et au total, ça fait quoi? 7 mètres carrés? 7 km carrés. Pardon, 7 km carrés au total. Ouais. Autre question que je me posais, pourquoi est-ce que la Serbie et la Croatie ne se sont jamais battues pour l'obtenir, cette bande de terre, en fait?
Tout simplement parce que les deux pays ont intérêt à ne pas la revendiquer. Alors il faut remonter donc au milieu des années 90 quand la guerre se termine en ex-Yougoslavie. Il y a un cessez-le-feu qui est trouvé, mais il n'y a pas d'accord sur le tracé des frontières. Pour des raisons qui seraient un peu longues à expliquer là aujourd'hui, les deux pays ont intérêt à ne pas revendiquer cet espace-là parce que ça leur permet de revendiquer plus de territoire en dehors. Et en fait, chaque pays se réfère à un tracé du Danube différent. Là, il y a un tracé qui est actuel, mais qui a été modifié au cours des siècles. Et donc, chaque pays se réfère à son propre tracé. Et du coup, on trouve cette espèce d'aberration qui est qu'on a une terre qui est soi-disant vierge. Voilà. Mais dans les faits, c'est pas si exact que ça, puisque les Croates empêchent les libertariens de rentrer sur ce territoire-là. Justement, premier obstacle, on a l'idée, on a le territoire. Après, on va sur place, c'est ce qu'on comprend dans le livre. Ils sont 4-5 à y aller au début, avec toujours ce fameux Vite, qui est un petit peu le chef de ce clan des libertariens. Et là, effectivement, quand on y arrive, eh bien, obstacle, les Croates, la police croate, les bloque. Alors, pas immédiatement. C'est-à-dire qu'ils y vont, ça vient après, ils s'y rendent en effet. Ils s'y rendent en avril 2015 pour la première fois. Et c'est là où ils annoncent officiellement la création. Ils plantent le drapeau. Ils plantent le drapeau sur cette terre. Ils n'ont aucun problème à s'y rendre. Ils ont juste quelques panneaux qui disent attention, frontière étatique, mais il n'y a pas de policiers. Sauf que quand ils rentrent en République tchèque, ils postent un message sur Internet qui va vite être pris par la presse du monde entier. Et en quelques jours, ils se retrouvent avec un déferlement médiatique sans précédent, des demandes de citoyenneté qui dépassent les centaines de milliers de personnes, une boîte mail qui cesse de fonctionner parce que trop d'emails. Et là, la police croate qui voit des dizaines de personnes affluer quotidiennement se comprend qu'il y a quelque chose et se met à fermer, barricader les frontières. En fait, ils auraient mieux fait de se taire, c'est ça que vous êtes en train de dire, c'est que c'est la communication sur Internet qui a fait venir des gens. S'ils n'avaient rien dit, ils auraient peut-être pu faire leur rêve sur place. Mais bon, ils auraient été que 4. Ils auraient été que 4. Mais là, la communauté aurait peut-être grandi un petit peu après. Alors, ce qu'on voit dans le livre, c'est que effectivement, ils plantent le drapeau en 2015, et ils y croient, ils essayent de trouver des unions, des accords avec d'autres pays. Et là, deuxième échec, personne ne veut reconnaître le Liberland. Oui, c'est-à-dire qu'à partir du moment où la Croatie ne les laisse pas rentrer, la Vít Jedlička, qui est donc le président autoproclamé du Liberland, se dit bon, en fait, le meilleur moyen d'arriver à nos fins, c'est d'être reconnu par d'autres forces diplomatiques, d'autres pays dans le monde, et donc il va se mettre à parcourir le monde entier dans l'espoir qu'un pays le reconnaisse, et en se disant peut-être que ça va avoir un effet sur la Croatie, et peut-être que la Croatie, de ce fait-là, va nous laisser rentrer. Et on peut dire que le point culminant de toute son aventure a été sans doute son invitation à l'investiture de Donald Trump. Voilà, donc qui est en 2017, Vít Jedlička qui est invité par Donald Trump. Oui, parce qu'il a des soutiens quand même un petit peu partout. Et voilà, et c'est ce que nous aussi on essaie de montrer dans ce livre-là, c'est que encore une fois, à la base, il y a ce projet un peu farfelu de créer une micronation, en plus dans une région qui est le chantre des nationalismes entre la Croatie et la Serbie. Et puis, on découvre donc cette communauté de libertariens. Et puis, on découvre que cette communauté de libertariens, ils ont des puissants soutiens un peu partout dans le monde. Et notamment, voilà, qu'il arrive à se faire quasiment reconnaître par les États-Unis. Finalement, Trump passe à autre chose et décide de ne pas reconnaître et de ne pas donner suite. Mais c'était pas loin. Vous l'avez rencontré, Vít Jedlička, le président autoproclamé du Liberland ? On l'a rencontré à plusieurs reprises. Ouais. Alors, parce que dans votre livre, on a l'impression que c'est à la fois un peu un gourou, à la fois un utopiste qui veut se faire de l'argent. Il est comment, en fait, cet homme qui y croit dur comme fer et continue à y croire à son projet ? Mais il est très insaisissable, il est assez dur à définir. Il est à la fois assez charismatique, assez sympathique, parfois très enfantin, parfois très lunatique. Il est très changeant, on a du mal à lui faire confiance. On fixe un rendez-vous, il vient 3 heures plus tard et il reste que 5 minutes parce qu'il a un autre rendez-vous pour lequel il est aussi 3 heures en retard. Donc c'est un peu difficile. Mais il croit vraiment à son projet, en fait, ou pas ? Il croit vraiment à son projet. Ce qui est difficile de savoir, c'est si aujourd'hui ce projet, c'est vraiment une volonté de créer un État, ou de créer, pas forcément un État, mais en tous les cas son pays libertarien, ou alors si c'est devenu finalement une entreprise, un business qu'il veut faire fleurir. Parce que c'est ce qu'on comprend également dans votre livre, c'est qu'effectivement, derrière le pays qu'on a envie de créer, il y a aussi une petite entreprise qui marche relativement bien. Il demande de l'argent un peu partout. Il crée des passeports diplomatiques à 5 000 $ ou 5 000 € le passeport. Il crée des bitcoins. Bref, derrière, il y a quand même un sacré enjeu financier.
Ouais, il y a une grosse confusion sur l'entité juridique du Liberland. En fait, c'est censé être un État, mais en fait, c'est avant toute chose une entreprise dont les statuts ont été déposés à Hong Kong, qui est un pays qui inspire énormément Vítě Lička, et dont il est quasiment le seul à avoir accès, donc, notamment au compte du Liberland. Et donc ça, c'est tout un passage qu'on raconte dans le livre, qui est la démission du ministre de l'économie à l'époque, qui lui est plutôt quelqu'un qui croyait dur comme fer que cet État libertarien pourrait apporter beaucoup de choses au monde. Et puis, en fait, il se rend compte au fur et à mesure que il a du mal à accomplir sa mission de ministre de l'économie parce qu'il n'a pas fondamentalement accès à ce que Vítě Lička fait de l'argent. Voilà, il y a effectivement une confusion entre est-ce qu'on a affaire à un État, une entreprise, est-ce que c'est un président ou plutôt un PDG. Ça a été une partie intéressante du livre. Ouais. Concrètement, sur place, il y a quoi actuellement? Il y a des routes, il y a des petites maisons, ils ont construit des choses ou il n'y a absolument rien? Personne n'y habite là. Hein, sur le Liberland, il n'y a absolument rien. C'est-à-dire qu'avant toute l'épopée du Liberland, c'était un coin où des pêcheurs croates se rendaient régulièrement. Il y avait également quelques visites guidées qui étaient organisées par une boîte d'éco-tours qui faisait des visites dans les marécages, des observations d'oiseaux. Mais aujourd'hui, il n'y a rien, quelques chemins en terre. Donc ils n'ont rien construit depuis 2015? Ils n'ont rien construit. Parce qu'ils n'ont pas le droit, tout simplement? Ils ne peuvent pas accéder à cette terre-là. Un des grands plans de Vítě Lička, c'est d'encercler le Liberland par bateau parce Vítě Lička a été exclu de la Croatie. Il n'est plus le bienvenu en Croatie. Par contre, il peut séjourner en Serbie. Et donc, il a établi une sorte de QG du Liberland en Serbie. Et il espère un jour, avec des bateaux, encercler son propre territoire et dans l'espoir quelque part de l'assiéger, qu'un jour les forces croates le laissent rentrer. Ça vous a donné envie d'aller y vivre, vous qui avez été autour ou pas? Non. Non, pas du tout? Non. Pourquoi? Parce que c'est très particulier, c'est tout cet univers autour de ça, et forcément les gens qui prennent part au projet, il y a toute une idéologie derrière qui pose question. Ça fait un peu entre nous, hein, des fois quand on lit votre livre et qu'on fouille un petit peu sur Internet, ça fait un peu... J'ose employer le mot un peu sectaire quand même, puisque on dirait qu'il y a quelqu'un en haut qu'on respecte, qu'on écoute, et il y a toute une cour autour de lui. Finalement, c'est un peu comme une grande communauté, un peu particulière, ce projet. Mais là vous pointez du doigt en effet quelque chose qui est très contesté au sein du projet. C'est que les libertariens, au cœur de leur idéologie, c'est le rejet de l'État, le rejet de tout ce qui est étatique. Et au bout de 6 ans maintenant de projet, on a un homme qui incarne totalement le projet et qui incarne finalement totalement cet État. Et donc beaucoup de libertariens se sont aussi détachés de ce projet-là parce qu'ils n'y trouvaient plus leur place et ils voyaient en effet Vítě Lička devenir finalement un substitut à un État qui rejette. Un État. Vous avez d'autres exemples de projets de ce type à travers le monde ou pas? Des micronations, il y en a eu énormément. Celle qui est certainement la plus connue, c'est Sealand, qui est ce navire au large des eaux britanniques, occupé par la même famille depuis les années 60. Il y a eu l'île des Roses, qui a donné notamment un film sur Netflix récemment. Et puis peut-être tu peux parler aussi du projet Deal de Peter Thiel. Oui, il y a en effet donc le PDG de PayPal, qui est aussi un libertarien convaincu, veut aujourd'hui, aurait comme projet un peu fou de créer une plateforme au milieu de l'océan qui deviendrait un pays, une espèce de paradis fiscal où pourraient se domicilier les personnes riches dans le monde. C'est en fait cette idée chez les libertariens toujours de conquérir des terres vierges pour s'établir et créer des paradis fiscaux où ils n'auraient plus à payer les impôts. Les impôts, voilà. Il y a toujours cet aspect financier derrière. C'est quoi les dernières nouvelles de Liberland en début 2022? Ça donne quoi au niveau de l'ouverture? Est-ce qu'on a des petites nouvelles de leur part ou pas? Alors nous, la dernière fois qu'on y a été, donc aux abords du Liberland, c'était il y a 1 an. On était avec Vítě Lička et on dépeint dans le livre, c'est la fin du livre, quelque chose d'assez sombre parce qu'il a du mal à faire advenir son pays. Et aujourd'hui, il continue à y croire dur comme fer, mais il est de plus en plus le seul à y croire. Et on va suivre tout ça. Merci en tout cas, messieurs, d'être venus sur le plateau de 64 minutes. Je rappelle donc Voyage au Liberland, cet excellent livre pour en savoir davantage sur ce projet. Merci à vous. Merci à vous. Merci de nous avoir invités.